C'est beaucoup de choses. Donc, 3 pays. C'était quoi le premier, du coup? C'est le Mexique? Cuba. Le premier, c'était Cuba. Cuba. Ensuite, on a fait un tout petit crochet par le Mexique pour rejoindre le Belize, qui est un pays minuscule d'Amérique centrale qui n'est pas très connu et qui a la particularité d'avoir une culture géniale de par son histoire, de par la culture maya, et puis c'est un des pays anglophones d'Amérique ce qui est pratique. du Sud. Enfin, pas pour toi qui parle plein de langues, notamment l'espagnol, mais pour quelqu'un comme moi, ce serait pratique. Quoi. Voilà, donc pour les étrangers, pour les Américains, c'est génial parce que pour eux, évidemment, ils n'ont pas plus d'efforts à faire. Mais par rapport au reste, par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud, ça pose quelques petits soucis. Donc finalement, même si l'anglais est la langue officielle, ils parlent tous espagnol. Ouais. Et un autre dialecte qui est un créole local sur place. Donc les gens parlent en principe 3 langues. Dans ce pays. Bon, bah donc tu pourrais y aller. Non, toi t'en parles 4, tu parles catalan aussi un peu? Non, pas du tout. Tu pourrais faire un effort français, quand anglais, même. espagnol, c'est déjà suffisant, donc ça permet d'aller à peu près où on veut. Exactement. Peut-être pas trop en Chine? Voilà, ce que j'allais dire. Peut-être que dans certains pays, dans certains villages un peu reculés au-delà des rizières ou de certains endroits, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Mais comme partout finalement, au fond de certaines campagnes en France, peut-être que... Je suis pas sûr qu'on soit le meilleur exemple en plus à ce sujet-là, d'après ce que j'entends dire autour de moi. Mais d'accord. Et du coup, ça me fait penser l'Asie, au sens plus large du terme, c'est peut-être un endroit où t'es pas encore beaucoup allé? C'est ça, et c'est en projet l'année prochaine. D'accord. À la fois à titre personnel et puis professionnel, j'aimerais renouveler l'humanitaire là-bas. D'accord, bon, on va y venir. Voilà. On va essayer de parler de ça un petit peu plus en détail par la suite. D'accord, l'an prochain alors. Sûrement Laos, Cambodge. D'accord. La Thaïlande s'est énormément diversifiée par le tourisme et pas forcément sous des aspects uniquement positifs ces dernières années. Donc ce n'est pas forcément un pays que je vise. Mais Laos, Cambodge, il y a encore certaines grenades d'anciennes guerres qui continuent de faire certains dégâts. Donc il y a pas mal de blessés un petit peu involontaires pas mal d'années après. Et puis voilà, au niveau des soins, c'est aussi catastrophique. Donc ça, c'est pour le côté plus professionnel et peut-être à titre personnel en Malaisie. Pour les plongées qui sont réputées pour être remarquables. Tu plonges déjà? Très peu, juste masque tuba, mais j'aimerais bien passer un premier niveau international de plongée pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc il y a des niveaux? Oui. Ok, tu peux m'en dire un peu plus? Alors très peu pour le moment parce que je suis assez peu renseignée. On va, même si c'est que des petites choses, ça sera un départ. En France, il y a plusieurs niveaux qui correspondent, donc c'est de la plongée bouteille dont on parle là. D'accord. Et les paliers correspondent aux mètres de profondeur auquel on peut descendre, auquel on est habilité. Parce qu'il est important de savoir descendre, mais aussi de savoir remonter, pour habituer le corps, évidemment. Pour pas exploser. Tout à fait. Donc il y a quand même... Ce qui peut être embêtant. C'est ça. Ça peut être un mauvais souvenir de vacances. Donc il faut faire un certain nombre d'heures à certaines profondeurs pour à chaque fois passer un palier au-dessus. Comme d'habitude, il y a des difficultés quand on a des reconnaissances françaises pour le passer à l'international. Donc il y a un diplôme international de plongée, le nom m'échappe, qui permet ensuite d'être reconnu internationalement et de pouvoir plonger dans différents pays, même si tout en dehors est différent. Heureusement qu'il y a pour les permis de bateau, pour les permis de plein de choses, vraiment des diplômes reconnus internationalement. D'accord. Et c'est chaque pays doit dire je reconnais telle organisation internationale pour... Enfin, t'as une idée comment ça se passe? Parce que ça doit être super compliqué quand on voit qu'il y a la diplomatie, on va dire au sens large du terme. Des fois c'est compliqué, on s'en rend même compte. Pas besoin d'être un chef d'État pour s'en rendre compte que la diplomatie c'est pas toujours évident. Je me dis que pour ce genre de permis typiquement qui est reconnu internationalement, il y a des choses à vérifier en plus, tu penses, ou tu te dis que non, si c'est reconnu, si j'ai mon diplôme international, je peux être un peu plus tranquille?
on peut être plus tranquille, et puis après, je pense qu'il doit y avoir peut-être des normes de sécurité qui diffèrent d'un pays à l'autre. D'accord. Même si c'est reconnu, des fois ils demandent des plongées tests où ils font des genres de questionnaires en fait pour savoir vraiment où on en est au niveau connaissance, au niveau capacité. Ouais. Ou alors ils demandent le nombre d'heures que l'on a effectuées. Je sais pas s'il y a un carnet de suivi par exemple pour montrer, mais d'après ce que j'ai entendu dire, que ce soit Asie ou dans les Caraïbes ou dans plein d'endroits différents, Australie, c'était un diplôme qui avait l'air d'être reconnu quand même sans trop de difficultés. D'accord. Sans plus d'examens ou sans plus de tests une fois sur place, très peu de mauvaises surprises du genre ben non, finalement tel diplôme ici n'est pas reconnu. Ah ouais, d'accord. Même si c'est un loisir finalement. Donc, et puis vu que ça rapporte de l'argent, il y a aussi l'autre côté qui fait que si on se présente avec un diplôme, ils ont assez peu d'intérêt à refuser. Parce que des fois pour certains sites très spectaculaires, les prix des sorties peuvent être assez énormes. Donc je pense que c'est pas dans l'intérêt de certains pays de refuser un tourisme qui rapporte beaucoup. D'accord. Un pays là qui me vient en tête en termes de plongée, qu'est-ce qu'ils en disent, l'Andorre? Non, tu connais bien? Ouais. Je crois que les sites sont assez peu nombreux. C'est pas très exceptionnel. Il y a quelques lacs, mais non, assez peu de documentation. Ça se fait. Enfin, tu sais si ça se fait du coup la plongée en lac? Beaucoup ou très peu, ou c'est comparable avec la plongée en mer ou... C'est comparable par rapport au niveau. Oui, d'accord. Après, il y a la salinité qui n'est pas pareille. Donc, je pense qu'il doit y avoir quand même certaines différences au niveau de flottaison ou de pression. D'accord. Mais on apprend souvent, là, typiquement, moi qui habite vers Chambéry, on apprend au lac du Bourget. Pour passer les niveaux, c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Ils apprennent dans le Bourget, il y a beaucoup de plongées très régulièrement. D'accord. Il n'y a pas du tout les mêmes populations, les mêmes environnements aquatiques, mais ça se fait énormément dans les lacs aussi, qui ont une taille suffisante. Bien entendu, on va pas aller dans des petits étangs, mais dans de nombreux lacs, la plongée se fait également. D'accord. Pour apprendre ou pour aller explorer un peu plus loin. D'accord. Bon. Et c'est qui ce Bourget là? Le lac du Bourget, l'aéroport du Bourget, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout au même endroit? Si. En fait, c'est un des plus grands lacs de France. Je crois que c'est le plus grand lac naturel de France. D'accord. Hors barrage du coup, sous-entendu? C'est ça, hors barrage. Il est assez connu parce qu'il est à côté d'Aix-les-Bains, qui est une cité thermale, et puis aussi au niveau de la vie, tous les pourtours de lac sont toujours réputés pour être assez riches. On bénéficie d'une vue qui est quand même incroyable. Donc au niveau touristique, le lac du Bourget est vraiment un atout indispensable pour la région. D'accord. Donc autour, effectivement, il y a Chambéry juste en dessous, Aix-les-Bains, et puis on remonte après vers Annecy. Donc c'est un lieu qui est très très fréquenté. Avec des berges qui sont souvent remises au goût du jour. Il y a eu beaucoup de travaux d'aménagement pour faciliter le tourisme et les promenades. C'est aujourd'hui un des lieux les plus fréquentés. D'accord. Oui, effectivement, ça a l'air d'être un sacré lac. Bon, à côté du lac Léman, c'est une petite flaque. Tout à fait. mais à côté du lac Chambon, par exemple, c'est grand. T'en zoomes encore un peu? Non, je m'arrête. D'accord. Bon, donc de la plongée en bouteille. On dit peut-être pas en bouteille d'ailleurs. Si, on dit comme ça. Plongée bouteille. Dans les lacs pour t'entraîner, passer les permis et après dans des endroits plus loin de chez toi. Voilà, c'est ça. Bien. Bon, on va peut-être revenir un petit peu à mes questions, et on peut peut-être faire une transition très douce du coup vers le sujet qu'on voulait aborder principalement aujourd'hui, c'est-à-dire l'humanitaire. Donc tu me disais tout à l'heure que donc on a parlé un petit peu de ton dernier voyage qui était purement personnel. Mais ça fait quelques... Ça fait combien de temps? La première fois que tu as fait de l'humanitaire, c'est il y a combien de temps? Il y a 3 ans? 2 ans. 2 ans. 2 ans à Madagascar. À Madagascar, d'accord. J'étais partie travailler à La Réunion. J'hésitais à partir dans ce pays qui avait quand même une réputation un peu compliquée au niveau de la sécurité, surtout. D'accord. Qui, depuis l'indépendance française, avait plongé dans la pauvreté, dans la violence. Et finalement, en travaillant à La Réunion, j'ai rencontré une des personnes, une malgache fondatrice d'une association
pour les enfants et les jeunes mamans, et qui m'a recommandé, elle m'a dit non, il faut y aller, c'est dans certains endroits, si on fait attention, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis voilà, c'était peut-être très peu de temps avant, je me suis décidée, sans regret, après coup. C'est vrai que c'est un pays qui est très très différent, qui est très grand, et j'avais l'impression de voir des reportages, d'y être finalement, d'être devant certaines scènes que j'avais vues dans des reportages et que jamais je pensais voir en vrai, quoi. Des femmes avec des tenues absolument fantastiques de toutes les couleurs, qui portent des gros seaux de linge, qui les lavent dans une rivière qui est déjà marron. Voilà, niveau de vie très très pauvre. Ouais. Une capitale qui ressemble à un vide-grenier géant où il y a des petits stands un peu partout, les gens vendent des breloques pour essayer de s'acheter quelque chose à manger ensuite. Tananarive, voilà, c'est la capitale. C'est ça. D'accord. Et une circulation, une pollution vraiment incroyable. Ah oui. Des enfants au travail, dans les champs, sur la route, un petit peu partout. Quand tu dis enfant, c'est quel âge ? Vraiment enfant, moins de 10 ans. D'accord. Voilà, vraiment des tout petits. Alors après, évidemment, par rapport à la nourriture et à leur mode de vie, vu que ce n'est pas très riche, les enfants sont déjà petits. Les gens sont petits en général, donc peut-être que je vous dis moins de 10 ans. Ouais. Mais allez, entre 8 et 12 ans, les petits que j'ai vus. Mais dans tous les cas, ils sont très jeunes, quoi. Voilà. Ils n'ont pas 16 ans. Tout à fait. Voilà, vraiment en dessous de 15 ans, largement. D'accord. Et cette association-là visait à prendre en charge des jeunes mamans, souvent mineures, qui étaient enceintes, soit à la suite de viols, ou d'accidents, puisque la condition de la femme est assez peu respectée dans ce pays, et surtout de permettre aux enfants qui sont soit issus de mamans seules ou dans des familles très très pauvres d'avoir une éducation, d'avoir une alimentation à peu près correcte. Et c'était une association vraiment sérieuse, qui est toujours actuelle, hein, et qui ne demande pas des prix exorbitants. Parce que vu que ça se fait de plus en plus, ces voyages humanitaires, il y a toujours des gens qui vont venir profiter de ces situations et qui vont par exemple dire eh bien pour un mois dans telle association à Madagascar, on vous demande 2800 €. Et on sait très bien que le coût de la vie dans ce pays n'est pas du tout relatif aux sommes demandées. Ah oui. À titre indicatif, pour un mois, on me demandait 200 €. Ah oui, d'accord, effectivement, ça n'a rien à voir. Voilà, donc c'était vraiment, ou même un petit peu moins, sachant qu'ils venaient nous chercher à l'aéroport, que tout était sécurisé pour éviter tout incident avec des volontaires, ce qui serait évidemment catastrophique pour le futur de l'association. Tout était pris en charge, logement, nourriture, donc c'est impossible que certains organismes demandent des sommes astronomiques. On sait très bien que certaines personnes se remplissent les poches. Par rapport à cette association-là, il y avait vraiment une solidarité, une communauté, des gens sérieux puis qui voulaient s'en sortir. Non seulement ça crée de l'emploi pour certains malgaches, et puis ça permet vraiment de sortir certaines jeunes femmes avec des enfants de la pauvreté. Et ils avaient de nombreux partenaires, ça fait à peu près 10 ans, peut-être plus que l'association existe, des partenaires de poids, qui leur permettaient d'avoir des gros sacs de riz, du linge de maison, d'autres locaux. Récemment, ils s'étaient équipés d'informatique. D'accord. Même si ce pays est très très loin de tout ce que nous pouvons avoir en France, c'était quand même un moyen de former les jeunes filles pour des métiers d'avenir. Donc, ils revoyaient les bases d'éducation. Les jeunes femmes avaient la possibilité, l'obligation d'assister à des cours comme de scolarisation finalement, comment lire, écrire et de culture générale, pour pouvoir après les lancer dans le milieu professionnel avec un petit bagage et pas simplement aller travailler dans des rizières. Donc un gros choc culturel, voilà, de voir cette pauvreté environnante. On se remet vraiment en question. Qu'on connaît pas en France à la même échelle en fait. C'est surtout ça. En France, même s'il y a de nombreux logements qui sont insalubres dans la capitale ou ailleurs, c'est incomparable. Là-bas, les gens ont quelques briques qui forment 2-3 murs avec une tôle posée au-dessus. C'est absolument incomparable. Ils ne connaissent pas pour la plupart le chauffage, l'électricité, l'eau courante. Il y a de nombreuses maladies qui sont véhiculées justement à cause de ce manque d'hygiène et de besoins basiques. Et fondamentaux, je dirais même. Voilà, des besoins fondamentaux. Et alors peut-être que c'était qu'une petite pierre dans l'édifice, mais le fait d'y aller et d'être vraiment au contact de ces gens,
ça apprend beaucoup parce que finalement, ils ne connaissent pas tout le confort que l'on peut avoir ici. Peut-être qu'ils en sont malheureux, mais peut-être pas autant que s'ils savaient réellement tout ce qui se passait autour. Et ils apprennent à vivre avec ça. Comment dire, ils ne sont pas dans la plainte ni dans la demande. Oui. C'est-à-dire que j'y suis allée en tant que kinésithérapeute, mais les jeunes mamans mettaient beaucoup de temps pour se confier, pour oser dire « oui, c'est vrai que j'ai un petit peu mal au dos ». Parce qu'elles portent un enfant devant, un enfant sur les épaules, ou elles portent des gros sacs de vêtements, ou de riz, de maïs, de n'importe quoi. Donc elles ont mal, mais pour elles, c'est normal, c'est ça pour leur survie, finalement. Elles n'ont pas du tout pour coutume de se plaindre ou de demander quelque chose en retour. Ouais. Et ça a été étonnant, et puis il y a eu quelques déclics, il faut rentrer dans la confiance. Elles sont très méfiantes pour la plupart, parce qu'elles ont tout un passé très compliqué, et ça met du temps pour vraiment aller au cœur des choses et leur demander qu'est-ce qu'il vous faudrait pour aller mieux, qu'est-ce que vous demanderiez. Ce qui passe avant tout, ce sont les enfants. Et puis ensuite, c'est vrai qu'elles disent eh bien d'autres vêtements ou aller, comment dire, pouvoir manger à ma faim. Ouais. Pouvoir... Et ce sont des choses auxquelles nous on ne pense pas. On n'a pas les mêmes besoins au même moment. Donc ça, c'était quand même un gros choc. Et puis en même temps, on relativise énormément déjà sur place, mais encore plus en revenant ici. Ah oui. Et en voyant la publicité du dernier iPhone qui coûte de quoi nourrir toutes les personnes du centre pendant 3 mois, par exemple. Les choses n'ont plus du tout le même rapport. Et les plaintes des gens ici sont toujours beaucoup plus matérielles. Ouais. Finalement, alors que là-bas, c'est matériel, mais pour justement ces choses fondamentales. Je veux un toit, mais c'est pas par envie, c'est par nécessité. Alors qu'ici, on se rend compte qu'on veut des choses par gourmandise, par jalousie, avec beaucoup plus de négatif derrière. Alors que là-bas, il y a beaucoup plus cette notion de survie. Ouais, je comprends bien. Du coup, j'ai plusieurs questions là qui découlent de toutes tes explications. Bon, la première, c'est pas vraiment une question pour moi, mais c'est une question pour les gens qui nous écoutent. Tu as dit que tu étais parti en tant que kinésithérapeute. À quel point ton métier, du coup, t'a peut-être poussé à faire ce genre d'action? Alors, ok, on va prendre le problème un petit peu différemment. Déjà, on va revenir aux bases, aux fondamentaux. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Donc, je suppose que je sais pas quel pourcentage des gens en France qui sont déjà allés voir un kinésithérapeute. Je pense que c'est énorme, mais ça peut peut-être faire un peu de bien, même si on va pas s'attarder 3 heures sur ce sujet-là, parce que c'est pas le centre de notre discussion, mais de rappeler un petit peu ce que vous faites et en quoi vous aidez les gens, en fait, en quoi vous aidez vos patients. C'est vrai que c'est assez méconnu parce qu'on associe toujours le massage à la kinésithérapie. Oui. Et en fait, on a un champ d'action qui est très très large. J'ai travaillé plus d'1 an dans un cabinet qu'en pédiatrie. Donc des petits bébés qui avaient de quelques jours à quelques années pour des petits soucis de torticolis, de pieds mal positionnés, des scolioses notamment chez les adolescents ou des maladies génétiques un petit peu graves dès l'enfance. On a également on s'occupe des femmes enceintes. Avant, toutes les douleurs que peuvent occasionner le fait d'être enceinte et de prendre quelques kilos. Après, et surtout, j'ai envie de dire surtout quelques kilos. Pas répartis, quoi, voilà, c'est ça, et qui vont peut-être tirer en avant et du coup qui vont créer des problèmes sur les chaînes opposées. D'accord. Puis après l'accouchement aussi, de reprendre une activité. Au niveau musculaire, il y a beaucoup de changements dans le corps de la femme, donc tout ce pan-là est très très intéressant. Le maintien de l'autonomie chez les personnes âgées dans leur domicile, dans les maisons de retraite, on peut se déplacer à domicile également. Et puis tous les traumatismes sportifs, bien sûr, qui sont célèbres par tous les joueurs de foot ou autres que l'on voit à la télé. Ou de basket plutôt. Ou de basket aussi, surtout même de basket. C'est finalement le rôle majeur, médiatiquement parlant, des kinésithérapeutes. Mais dans les coulisses, on voit beaucoup d'autres choses. Donc tous les traumatismes type entorse, des fractures, des luxations diverses. Donc ça, c'est vraiment
très très variés, Oui. et puis beaucoup de pathologies immunitaires, des rhumatismes, voilà, il y a vraiment un champ d'action important. Donc au-delà des massages, on fait de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on donne les clés aux gens pour aller mieux, même chez eux. Par eux-mêmes. C'est ça. Ouais. Vous venez chez moi, je vous fais un massage ou des étirements, ou je vous montre des exercices, mais finalement, pour éviter que vous veniez toute votre vie 2 fois par semaine chez le kiné, Oui. vous avez quand même mieux à faire. Comment vous pouvez faire perdurer ces bénéfices, par quels moyens, sans forcément acheter des choses astronomiques. On a besoin de rien très souvent à la maison, simplement d'un petit peu de temps et de motivation. C'est parfois ce qui est un peu difficile à trouver. On est parce d'accord. que quand on a mal, on y pense, et puis à la maison, quand on n'a pas mal, on n'y pense pas. Ouais. Mais pourtant, c'est pour moi l'essentiel de former les gens à l'écoute de leur corps, à comprendre leur corps et de quoi ils ont besoin à quel moment pour avoir les clés eux-mêmes de s'arranger, d'aller mieux, et vraiment en dernier recours, si la situation change, d'aller revoir un praticien de santé. Ouais. Mais dans l'idée, chacun peut avoir la possibilité d'aller mieux en faisant un minimum d'efforts. Oui, d'accord. Peut-être en se concentrant sur certaines... Il y a peut-être certains axes, peut-être certaines choses que tu pourrais conseiller quand tu dis aller mieux. Si on prend, je sais pas, prenons... Qu'est-ce que tu fais le plus, toi, dans ton métier? C'est-à-dire quel type de patient tu as le plus? Aujourd'hui, ce sont les lombalgies. Les lombalgies, Voilà. d'accord. Donc, les douleurs de dos Ouais. au sens large, Oui, qui est le motif le plus fréquent de consultation chez un kinésithérapeute. d'accord. C'est dû à la sédentarité, aux métiers qui ont beaucoup changé. On passe de plus en plus de temps assis devant un ordinateur, donc moins d'activité Non, physique. je crois pas que ce soit vrai. On fait moins d'activité physique, et puis c'est l'évolution du monde actuel qui fait qu'il y a beaucoup plus de stress ambiant. On est toujours à la recherche de la rentabilité, Oui. et ça indépendamment de chaque individu. C'est au niveau collectif, les grosses entreprises, tout veut aller plus haut, plus loin, plus vite, plus fort, et finalement c'est au détriment de la santé des gens. On oblige à faire des amplitudes horaires plus importantes, à faire plus de routes parce que l'usine est délocalisée, c'est pas grave, vous ferez 2 heures de métro matin et soir, et donc tout ce stress-là fait qu'on n'est pas dans on n'a pas des zones positives, et on n'est pas dans un bon mode de vie qui nous permet de vraiment aller bien, puisqu'il y a trop de stress autour de nous. D'accord. Donc, typiquement, un mal de dos, pour employer un terme qui soit à mon niveau, c'est ça va être des mauvaises positions qui sont gardées très longtemps, et peut-être le reste du corps, peut-être des dérèglements, on va dire hormonaux, pour employer un terme peut-être un petit peu général du coup, mais et une association de ces deux choses-là qui vont faire que le corps il sera pas capable de rester équilibré, de rester en forme lui-même. On peut résumer un petit peu ça comme ça? Oui. D'accord. Donc, du coup, tes 2 grands conseils, c'est bouger un petit peu plus, C'est ça. rester un petit peu moins assis sur une chaise pendant de longues périodes peut-être, Voilà, parce que oui. je suppose que si c'est des petits bouts, c'est peut-être moins problématique. Et essayer de réduire un peu le stress de sa vie, chercher à le faire en tout cas. C'est ça. Il y a des choses qu'on contrôle, d'autres qu'on contrôle pas, mais peut-être celles qu'on contrôle, essayer de les optimiser. Ouais, d'accord. D'optimiser son temps, de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de passer 1h30 dans la salle de bain le matin, ou est-ce que finalement je peux prendre 10 minutes pour faire un étirement ou de la méditation ou de la marche, ou... Il peut y avoir énormément de solutions, mais c'est finalement mieux gérer son temps, et malgré toutes les contraintes extérieures finalement. Sur les exemples que tu as donnés, la marche, c'est quelque chose d'utile. Alors, c'est pour ça que je prends cet exemple. La méditation, pour les Français, pour la plupart des Français, c'est pas évident. Il faut s'apprendre à le faire. Marcher, à part certaines personnes qui ont vraiment pas de chance, tout le monde peut le faire. Donc, pour moi, c'est l'exemple le plus facile parmi les 3 que tu as donné. Ma question, c'était plutôt, est-ce que pour suffisamment de gens, juste marcher, je sais pas, peut-être une demi-heure tous les jours, est-ce que déjà ça va leur apporter un bénéfice sur le long terme, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, c'est pas du jour au lendemain. Oui, parce que ça met en place tous les muscles du corps, ça sollicite tous les muscles du corps, à la fois au niveau respiration,
digestion, ça va faire énormément de bien le fait d'être debout, d'alterner des mouvements, et puis on a besoin de rien, on n'est pas obligé de marcher vite, on n'est pas obligé d'avoir des chaussures spécifiques, il faut juste être à l'aise. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'oxygéner le corps et de sortir de chez soi. Et rien que ça, je pense que c'est primordial pour la plupart des gens qui limitent un petit peu, volontairement ou pas, les contacts extérieurs, d'aller acheter son pain en marchant. C'est déjà valorisant. On se dit, bon, j'ai fait quelque chose avant d'attaquer ma journée, j'ai fait une course pour moi, et puis vraiment à tous les niveaux, ça fait beaucoup de bien. D'accord. Donc ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller faire une randonnée. Voilà, c'est ça. On peut marcher de manière utile et ça fera autant de bien. D'accord, très bien. Bon, du coup, on va revenir un petit peu à notre sujet central, mais je suis content qu'on ait abordé ces sujets-là parce que je pense que il y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont avoir une révélation en leur disant que marcher ça leur fait du bien, et encore que je suis pas sûr, mais peut-être que certaines personnes l'ont entendu une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ils se disent ouais mais non, j'ai mieux à faire. Puis 4e fois, des fois il y a un déclic qui se passe au bout d'un certain nombre de fois, donc je pense que c'est une bonne chose que j'ai pu te poser ces questions-là. Pour en revenir à l'humanitaire, ma question, ça serait la suivante. Est-ce que tu penses que le fait que tu aides les gens déjà dans ton métier, il y a plein de métiers où on n'aide pas directement les gens. Effectivement, si on a un métier, c'est qu'on a un apport sur la société, du coup, enfin sur les gens qui nous entourent de près ou de loin. Mais il y a des gens qui sont directement en contact avec les autres et qui aident directement les autres. Les gens qui sont dans les métiers de la santé, pour moi, ça fait partie des plus évidents. Est-ce que du coup, tu penses que ton contact quotidien avec des gens qui ont besoin de ton aide finalement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a dirigé vers des expériences humanitaires comme tu en as fait? Oui, je pense, parce que le système français de santé est très critiqué, et finalement, quand on prend le temps d'aller dans d'autres pays, on se rend compte qu'on est très chanceux de par la multiplicité des soins que l'on peut avoir, et par les remboursements qu'il y a, c'est-à-dire qu'on a quand même très peu de soins à payer nous-mêmes, hormis certaines choses assez spécifiques, mais on a des dépenses en santé qui sont assez faibles par rapport à tout le choix que l'on peut avoir. Donc c'était une volonté de ma part de me dire, allez, voyons ce qui se passe en dehors, et aussi finalement dans des pays où il n'y a pas toutes ces structures de soins, pour apporter peut-être une petite pierre à l'édifice, de former des gens sur place en donnant des conseils, en essayant de se rapprocher de quelques métiers qui sont aussi assimilés à la santé, mais qui sont très loin des infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes et autres que l'on trouve en France. D'accord, c'est quoi ces métiers ? Il n'y a pas de... Alors, ils ont les mêmes noms, mais pas les mêmes formations. Oui. C'est-à-dire qu'un médecin va être médecin en 5 ans. À Madagascar en 5 ou 6 ans, alors qu'ici en France c'est minimum 9 ans, et 11, 12 ou plus pour d'autres spécialités. Des spécialités. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas les mêmes niveaux de connaissances et les mêmes niveaux de pratique derrière. Donc finalement, d'échanger avec eux et de se rendre compte qu'il y a un fossé, ça nous permet de réaliser qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets à aborder pour augmenter leur niveau de connaissance et puis de pratique. Je n'ai pas la prétention de faire tout ça, mais chacun en allant dans ces pays-là, et puis en étant à plusieurs kinés, infirmières de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, donc des pays plus développés et plus riches, si on apporte chacun une petite connaissance et un petit plus, à force, eux, ils vont vraiment permettre d'augmenter leur niveau de pratique. Donc c'est vrai que c'était vraiment ce que je voulais faire, apporter du soin à des gens qui ne sont pas demandeurs, mais qui en ont besoin. Et finalement, ce ne sont pas les premiers à venir toquer à la porte parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Et finalement, il y a énormément de choses à faire pour eux aussi. Pas l'habitude et peut-être pas l'accès à la connaissance de ce qui est possible c'est aussi. Ça. Quand je vois déjà notre niveau en France, on trouve de l'information très facilement. Souvent, on ne sait pas ce qui nous fait du bien et pas ce qui nous fait du mal. Enfin, il y a des trucs, on sait clairement que ça nous fait du mal, mais voilà. Je me dis que pour des pays qui ont moins de chance en termes d'accès à l'information que nous, ça doit être super compliqué ne serait-ce que de savoir ce qui est possible, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est frustrant en même temps de savoir ce qui est possible de faire et de pas avoir toutes les clés.
parce que le nerf de la guerre étant l'argent, on sait très bien que dans de nombreux pays, si on injectait un petit peu plus d'argent pour former des gens et avoir des structures, même si elles seraient très loin de celles que l'on a ici, mais avoir des structures pour informer les gens et pour leur apporter des solutions, ce serait quand même super. Mais c'est comme tout, il y a des manques de moyens, donc on fait à chaque fois comme on peut, et puis il y a beaucoup d'anciens matériels qui sont envoyés depuis l'Europe vers ce genre de pays. D'accord. Peut-être depuis les États-Unis, mais je ne suis pas du tout renseignée à ce sujet. Mais en tout cas, au niveau européen, il y a beaucoup de matériel qui est estimé vétuste ici et qui est finalement encore très utilisé. Qui rentrent dans leurs normes, qui sont moins draconiennes parce qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est ça. Ok. Donc, typiquement, des fauteuils roulants, des béquilles, des tables de massage, mais pour faire tout et n'importe quoi, des tables d'examen finalement qui ne sont pas électriques. Maintenant, on passe à un confort supérieur en France. Donc, tout ce matériel-là est envoyé et on peut créer des petits locaux, des petites structures, comme j'ai pu voir notamment dans le deuxième pays où je suis allée pendant un mois faire de l'humanitaire, qui est le Pérou, qui semble plus développé que Madagascar, mais j'étais dans des favelas, dans les quartiers pauvres de la capitale de Lima, et finalement c'était le même niveau de vie qu'à Madagascar, avec des gens qui vivent dans des petites collinettes, dans des maisons construites par leurs soins, parce que bien sûr il n'y a pas de loyer, il n'y a rien du tout, mais c'est vraiment vraiment sommaire. Et c'est pareil là, par une autre association, on a pu créer avec l'aide de certaines mairies ou institutions locales se rapprochant, avoir un petit local, avoir un petit quelque chose où on a mis une table ou 2-3 accessoires, et on reçoit des gens qui sont au courant que tous les lundis matins il y a des consultations gratuites de kinésithérapie ou des infirmières, et qui se déplacent. Donc encore une fois, il faut que les gens puissent se déplacer, mais ça a apporté quand même quelque chose pour ces gens qui se rencontrent, d'une part. Le handicap est très très mal vu, ça c'est une autre chose, je m'éloigne peut-être un petit peu, mais le handicap est très mal vu dans certains pays. Ça veut dire que les parents ont échoué, et puis il n'y a rien du tout qui est mis en œuvre. Il n'y a pas d'AVS pour l'école, il n'y a pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite dans de nombreux endroits. Et finalement, le fait que les gens qui ont un handicap plus ou moins important puissent se rencontrer et se soutenir au niveau humain, ça a été quelque chose d'incroyable. Ça a créé des petites communautés, et ça a relancé certaines associations locales pour débloquer des fonds ou sensibiliser du moins les autres gens, les voisins, à qu'est-ce que le handicap, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis surtout, ce n'est pas contagieux, il faut vraiment partir des fondamentaux de la médecine en disant, voilà, même si ma voisine a une fille qui est handicapée en fauteuil roulant, ce n'est pas en la fréquentant que je vais pouvoir attraper ça. Et au contraire, peut-être qu'elle a des choses à m'apporter parce qu'elle reste à la maison, elle peut peut-être cuisiner et moi je vais lui acheter quelque chose, mettre en place des réseaux et qui se sont trouvés vraiment très bénéfiques. Bien, ça s'en fait des choses à apprendre, à être conscient de toutes ces choses-là. Bon, moi, effectivement, j'étais pas conscient des 3/4 des choses que tu es en train de me raconter. Mais ok, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que il y a une question qui m'est venue là par rapport à quelque chose que tu as dit. Et après on retournera dans des pays plus exotiques. On va revenir à la France parce que je suppose, vu la langue dans laquelle on est en train de parler, je suppose que les gens qui écoutent sont plutôt dans le coin. Tu as dit à un moment, le système de santé français est pas mal critiqué, mais voilà. Et après, t'as dit en quoi ton sens il était bien et mieux que la plupart des autres systèmes dans le monde. Moi, ça m'intéresse de lutter contre les critiques qui ne sont pas fondées. Donc, est-ce que tu peux me donner quelques exemples de raisons pour lesquelles il est critiqué, et qu'elles soient vraies ou qu'elles soient pas vraies, parce que les vraies critiques, par contre, je veux pas lutter contre. Les critiques raisonnables, je veux pas lutter contre. Quels exemples tu peux me donner de raisons pour lesquelles, en fait, il y a pas mal de Français qui sont pas contents. Il y a le fait qu'on paye pour aller voir le médecin. Oui. Bon, chose qui a toujours été faite, mais qui bizarrement depuis quelques années, du fait qu'il y ait de moins en moins de médecins et qu'on soit de plus en plus nombreux, ils prennent moins de temps pour chaque visite. C'est le retour vraiment quasi systématique
que j'ai des gens de plusieurs régions, plusieurs départements, donc vraiment sans cibler une seule personne. Donc quand on passe 10 minutes avec un médecin et qu'il demande 25 €, pour la plupart des gens, c'est inconcevable. D'accord. Parce qu'on s'imagine que du coup, en 1 heure, s'il voit 5 à 6 personnes, ça lui fait un chiffre d'affaires important qui n'est pas relatif dans l'inconscient collectif, autant qu'il aura passé avec chaque personne. Donc les gens ont du mal à se dire je lui ai payé 25 €, il m'a gardé 10 minutes, il m'a prescrit un médicament. Ou c'est pas normal, je viens chercher un renouvellement, je n'ai pas à payer. Si, parce que le médecin a fait 11 ans d'études et parce que à partir du moment où il prend le temps, que son diagnostic soit juste ou faux, c'est normal qu'il soit rémunéré en fonction du temps qu'il est passé. Mais voilà, je crois que le prix augmente d'1 € chaque année d'une consultation médicale. Par rapport au coût de la vie et plein d'autres choses. Mais c'est décidé au niveau national, ce n'est pas chaque médecin qui décide. Et les gens ont du mal à payer 25 €, même si, hormis 1 € qui est retenu et que l'on paye de notre poche, le reste est remboursé par la sécurité sociale et les mutuelles. Généralement, en France, on a tous une caisse de rattachement qui nous paye tous nos soins. Pour certaines personnes, il y a la CMU, la couverture médicale universelle, ou alors des mutuelles. Donc on paye chaque mois une petite somme, ce qui nous permet, selon les options que l'on prend, d'avoir des soins gratuits. Or, les médecins qui prennent des tarifs supérieurs aux tarifs conventionnés, où là, soit certaines mutuelles peuvent prendre le dépassement en charge, certaines ne le prennent pas. Ça s'explique à Paris notamment, où tout est plus cher du fait des loyers, tout est plus cher sur Paris, donc même les consultations de base sont plus chères, mais généralement, les mutuelles arrivent à couvrir aussi ces frais. En fait, les gens payent une petite partie des soins. En fait, je pense que les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont à payer pour leurs soins à partir du moment où ils payent une mutuelle ou qu'ils ont une caisse de rattachement. Mais en fait, ils ne connaissent pas le vrai prix des choses. C'est-à-dire qu'une hospitalisation coûte en moyenne 1 500 € par jour. À partir du moment où on reste dans un hôpital. Effectivement, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas conscience de ça. Voilà. C'est effectivement, si on compare ça par rapport à, évidemment, ça n'a rien à voir, mais à une nuit d'hôtel ou à 1/30 de son loyer mensuel, c'est effectivement, c'est énorme. C'est énorme. De même que les examens. Le fait de passer un scanner ou une radio, les dernières radios qui se font au niveau de la colonne vertébrale en 3 dimensions, très sophistiquées, montent à plus de 1 200 € pour avoir les clichés. Pour amortir le coût de la machine. Donc, les gens ne payent rien. Ou alors, ils ont parfois 20 €, 50 € à payer et ils ont du mal à le payer. Parce qu'ils ne connaissent pas en fait le prix qui est derrière, toute la partie, donc les 98-99% qui sont pris en charge par les caisses. Moi, je pense que pour notre santé, si c'est pour soi, on n'a pas à compter d'une part, mais bon, ça c'est peut-être personnel. L'autre chose, c'est que si les gens connaissaient le prix, ils trouveraient normal le déficit qu'a la sécurité sociale, avec tous les gens qui veulent faire plein d'examens en permanence pour se rassurer. Dire, j'ai mal au dos, j'ai fait déjà un examen il y a 2 mois, mais peut-être que ça a changé, je vais en refaire un. Non, ça n'a pas d'intérêt. Alors que si les gens payaient réellement ce qu'ils consommaient, je pense qu'ils consommeraient beaucoup moins. C'est sûr. Là, le fait que tout soit pris en charge, ou quasiment tout, ça enlève de la valeur à la chose. Notamment pour nous, kinésithérapeutes, les gens, si on fait le tiers payant, c'est-à-dire que si on prend directement, on s'associe avec les mutuelles, les gens ne payent rien du tout. Donc, parfois, quand il y a des annulations au téléphone, les gens me disent « mais c'est pas grave, comptez la séance ». Et c'est quelque chose qui est dommage, parce que quand on va voir un ostéopathe qui nous prend 50 €, s'il nous dit « voilà, pendant 1 semaine, vous allez boire du jus de citron tous les matins », on a payé 50 €, on a envie de l'écouter. À partir du moment où on ne paye pas, ça enlève de la valeur aux choses. Et c'est ça qui est très dommage. Parce qu'une séance classique, c'est 16,83 € brut pour un kinésithérapeute. Et les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Et alors, ils n'ont pas la notion du prix, de ce que ça coûte, de faire les études. On fait 5 ans d'études, on fait des bilans, on a plein de techniques. Et finalement, il y a une dévalorisation complète de ces actes de médecine et puis des auxiliaires paramédicaux. On ne comprend pas pourquoi une infirmière serait payée 15 € pour mettre des bas de contention. Elle se déplace, elle fait quelque chose qui est indispensable pour certaines personnes qui ont des pathologies cardiaques ou autres,
et puis elle fait quelque chose que la personne ne peut pas faire. Ouais. Donc à partir de là, elle est indispensable. On est d'accord. Et le prix n'est pas cher payé pour ce que c'est. Donc voilà, en France, il y a un coût réel et puis un coût dans les coulisses dont personne n'est au courant finalement. Ouais. Et c'est ça qui est dommage parce que dans de nombreux autres pays, les États-Unis ou l'Allemagne pour rester un petit peu plus proche, ou même l'Espagne, on doit se payer ses soins. Donc en Espagne, pour une entorse de cheville, à 25 € la séance, les gens en font 1, 2, peut-être 3, mais ils en font pas 15 comme en France. Parce qu'ils ont conscience du prix et peut-être qu'ils sont un peu plus raisonnables chez eux et qu'ils arrivent à appliquer plus de conseils pour éviter d'avoir à débourser. Alors bien sûr que c'est un système qui favorise les bourses plus aisées. Mais bon, là ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, malheureusement on peut rien faire pour le moment. Mais voilà, pour en revenir à la question de base, le système français est quand même très bien conçu. Avec un minimum par mois, on peut avoir des soins dont les coûts dépassent 1000, 2000 €, 3000 € dans certains cas. Donc pour moi, c'est quand même un système qui est très très bien fait. Très bien. Eh ben, c'était important de le rappeler et du coup, pas forcément que de le rappeler parce que il y a certains coups, là, la nuit ou la journée à l'hôpital. J'en avais pas vraiment conscience et je pense que je suis pas le seul, donc merci d'avoir remis les choses un petit peu en perspective. J'avais une autre question qui m'est venue tout à l'heure quand tu m'as parlé de la personne que tu as rencontrée à l'île de la Réunion, qui faisait partie de cette association humanitaire. Avant de la rencontrer, t'avais prévu d'aller faire de l'humanitaire dans un futur proche, ou c'est quelque chose qui t'avait traversé déjà l'esprit, mais t'étais pas du tout lancé, ou alors tu pensais pas du tout et c'est elle qui t'a complètement motivé du début. Quelle est la réalité de ton cheminement? J'en avais déjà entendu parler de cette association ainsi que d'une autre. Aujourd'hui, avec Facebook, avec certains réseaux sociaux ou la facilité de la communication, on a des informations très rapidement comme on veut. Donc j'avais déjà entendu parler de son association avant d'y aller, et ce qui me freinait un petit peu, comme d'habitude, c'est la peur de l'inconnu, et c'est vraiment de la rencontrer personnellement qui m'a convaincue d'y aller. D'accord, mais alors, à Madagascar en particulier, ou tu t'étais déjà dit, j'irai à tel endroit un jour, ou c'était quoi ton état d'esprit vraiment avant ? Si tu t'en rappelles. Oui, j'avais fait des recherches justement sans aucune destination précise, et puis j'étais tombée sur des organismes plus avides d'argent que de contacts humains, et ça m'avait vraiment dégoûtée, donc j'avais laissé de côté mes recherches, mais ces pays étaient plutôt basés en Afrique. Enfin, c'était plutôt l'Afrique qui était visée par certaines associations. Et puis avant d'aller à La Réunion, j'avais déjà vu à Madagascar qu'il y avait 2 associations sérieuses, donc j'avais quand même Madagascar en tête, puis de par la proximité de l'île, en 1 heure d'avion on y est, donc c'est quand même très, très pratique. La Réunion est juste en bas à droite, voilà. Donc c'est vraiment à côté. T'aurais presque pu y aller en bateau, à la rame. Ça fait quand même un peu loin malgré tout à l'échelle, je sais pas quelle est l'échelle ici, mais même pour aller de La Réunion à Maurice... 200 km là. Oui, donc à la rame, non, je n'en ai pas les... Il y a, je sais pas moi, en ligne droite, 700-800 km. Ah, tu serais revenu bien solide. Hein. C'est ça. Donc, avant d'aller à La Réunion, j'avais une idée plus générale, et puis en allant à La Réunion, j'avais entendu parler de Madagascar plus particulièrement. Donc ça s'est resserré petit à petit jusqu'à rencontrer Madame Élise. Voilà, de son doux prénom, légèrement modifié, puisqu'en fait en malgache les noms et les prénoms sont très 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 longs. Ah oui. Et voilà, en malgache la capitale c'est Antananarivo. C'est pas excessivement long, mais bon, déjà c'est un peu plus long que la moyenne. Oui. Puis déjà que Tananarive, j'ai eu du mal à le lire la première fois. Oui, c'est long en fait le vrai nom pour nous. Oui. Pour nous. Donc voilà, vu que cette dame était déjà venue sur l'île de La Réunion, qu'elle parlait très très bien français, puis qu'elle avait justement quitté son pays pour bénéficier de certains soins, elle avait trouvé la facilité dans Madame Élise pour pouvoir communiquer
d'une part avec les enfants et les jeunes femmes de l'association, et puis à l'extérieur aussi, en dehors, pour se faire connaître. On savait que Madame Élise, c'était la personne vers qui se tournait. Voilà, c'est ça. D'accord. Tu parlais tout à l'heure tu disais qu'au Belize, ils parlaient 3-4 langues. Madagascar, quelle langue ils parlent? Alors, les plus anciens parlent français, puisque l'indépendance date des années 60. D'accord. Si je n'aurai pas la date exacte, parce que malheureusement, il y a des petits détails qui m'échappent. Donc, français, mais malgache surtout. Après, en sachant que le pays est tellement grand que je pense que selon les régions, ils ont peut-être un Bien petit, vu, 1960 voilà. Exactement. Voilà, il me semblait que c'était au tout début. Donc, ils parlent malgache et pour certains encore français. D'accord. Donc, mais avec les jeunes, du coup, c'est peut-être plus difficile de communiquer pour toi? C'est ça. C'était plus des personnes qui avaient une 60aine d'années aujourd'hui, qui arrivaient encore à parler français, ou ceux qui travaillent dans les quelques structures un peu ouvertes du pays, c'est-à-dire qui sont en relation soit encore avec la France, puisqu'il y a encore certains contacts, ou avec d'autres pays, mais c'est très rare. Ils travaillent beaucoup avec l'Afrique. Donc finalement, il y a aussi beaucoup de pays d'Afrique qui ont gardé comme langue le français, pour raisons historiques aussi, suite à la colonisation. Donc voilà, finalement, un peu de français, mais surtout du malgache. D'accord. De quoi est faite leur économie? Tu me parlais de rizière tout à l'heure, je me trompe pas? Oui, de rizière de vanille. D'accord. Ça me parle, vanille de Madagascar, je sais pas, ça m'évoque quelque chose. Oui, voilà. D'accord. Parce que nous, à la base, le principal producteur, c'était La Réunion, avec la vanille Bourbon. D'accord. Mais il y en a de moins en moins, suite notamment à des vols, même au sein de l'île. La vanille, quand j'y étais il y a 2 ans, avoisinait les 1200 € le kilo. Ouais, alors je me rends pas compte du tout parce que c'est de la vanille et que c'est pas comparable avec de la viande ou je sais pas. Mais bon, même si on compare avec du bœuf à 25 € le kilo, on se rend quand même compte qu'il y a une différence énorme, même si on reste dans le milieu culinaire. Peut-être que par rapport à certains currys ou poivres très particuliers, ça va être aussi cher, mais il me semble... Moi, je pensais je dis une bêtise, au safran, qui est extrêmement cher. Oui. Mais du coup, voilà, ma question, ce serait plutôt, tu dis 1200 € le kilo, par rapport à combien 10 ans avant, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est là que j'arriverais plus à comparer, parce que sinon, ça me parle pas trop. Je sais pas. Sachant que moi, je vais pas aller acheter 1 kilo de vanille. Oui. Si j'en achète 10 grammes, ou je sais même pas d'ailleurs, ça me suffira. Ça fait pas. Mais bon, ça a augmenté, quoi. Voilà, ça fait que quelques années que ça a dépassé les 1000 € le kilo. D'accord. Donc, admettons, s'il a eu ne serait-ce qu'un delta de 300 € sur les dernières années, ça fait quand même une augmentation assez importante. Donc, ils ont beaucoup d'épices, même au sens large, de poivre, pas forcément peut-être des piments, mais voilà, beaucoup d'épices. Et puis, après, il semblerait, après ça c'est plus politique, mais que malgré tout, le sol de Madagascar posséderait beaucoup de pierres précieuses. Ah oui. Mais qui sont peu exploitées ou alors assez silencieusement par des petits groupes d'individus et que le peuple n'en bénéficie pas forcément en fait. Voilà, donc ça c'est... Il y a une sorte de rumeur. Et il y a une sorte de peut-être de mafia ou de ce genre de personnes qui sont à la tête de l'État et qui exploitent les sols sans trop redistribuer quoi. C'est ça. D'accord. Après c'est vrai que du coup leur économie est très très pauvre, hormis le riz qui est l'aliment de base matin, midi et soir. Ils ont très très peu de choses. Ils mangent du zébu, donc pas vraiment de bœuf. Ce qui est étonnant, c'est de voir les étalages de viande, parce qu'en fait, c'est directement pendu dans un petit cabanon au bord de la route. D'accord. Donc, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien du tout. Et puis la viande est quand même assez chère par rapport au niveau moyen des Malgaches, même ceux qui travaillent. Je me souviens plus, il me semble que par mois, c'est peut-être 30 € le SMIC moyen. Alors certes, le niveau de la vie est moins élevé. Évidemment. Mais ça reste quand même très très faible. C'est impossible de manger de la viande tous les jours, par exemple. Après, on peut revenir sur... On en redébattra éventuellement, mais bon,
Est-ce que c'est vraiment utile C'est un autre sujet, mais oui, même s'ils avaient envie, même s'ils pensaient que c'était bon pour leur santé, ils pourraient pas le faire. D'accord. Et du coup, très peu de tourisme, je suppose, vu que tu disais que tu penses, enfin, avant d'y aller, tu pensais que c'était assez dangereux, et t'as peut-être pas été, t'as été rassuré en partie, mais tu t'es peut-être pas dit, voilà. Oui. Même sur place, c'était interdiction de sortir la nuit, et en journée, sortir seul, ça restait déconseillé dans beaucoup d'endroits. Ouais, je comprends. Donc ça ne pousse pas au tourisme. La seule partie de Madagascar qui est très touristique et très très chère, c'est une petite île qui est au nord-ouest, qui s'appelle Nosibé. Comme la marque de pas tout à fait. Non, de cosmétiques. De cosmétiques, merci. Non, là c'est en 2 mots. Tu as dit que c'est au nord ? Voilà, je pense que c'est la petite île qui est... Ça là ? Alors voilà. Ah oui, donc, d'accord. Nosybé, et qui atteint des prix faramineux, je pense, parce que étant d'une toute petite île, il doit y avoir des plages. C'est réputé pour ses plages, les langoustes. Voilà, il y a vraiment des choses assez incroyables, et c'est une destination très très chère qui concentre, je pense, le plus gros amas touristique du pays entier. D'accord. Et là, je vois une toute petite île bien ronde. Il y a un peu de volcanisme ici aussi, ou parce que c'est pas très loin du coup de la Réunion notamment. Alors certainement, mais peut-être plus actif. D'accord. Bon. En tout cas, j'ai jamais entendu parler de volcanisme actif sur Madagascar, donc peut-être, mais c'est comme Maurice finalement. C'était la même chaîne tectonique, les mêmes plaques tectoniques qui se sont qui ont bougé, ce qui a déplacé le point chaud. Et donc Maurice et la Réunion viennent du même volcanisme de base. D'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est toujours actif à la Réunion, et de plus en plus actif, et plus du tout sur l'île Maurice. D'accord. Et pourtant, c'est à 100 km le nord. Ouais, c'est pas loin. Là, un petit coup de rame, pourquoi pas. Ça se fait. Donc le pays est donc immense. Depuis l'indépendance, l'entretien des routes est inexistant, ce qui rend difficile les voyages, même pour les locaux en fait. Pour transporter, d'un côté ils font des fruits, d'un côté ils font du riz. Les climats ne sont pas les mêmes vu que c'est assez allongé, même si ça reste dans la partie dans l'hémisphère sud, il y a quand même des parties qui sont beaucoup plus arides et d'autres beaucoup plus humides. Donc sur la carte on voit des zones très vertes et des zones très marron, on va dire. Et notamment la capitale, je l'ai perdue. Elle est. Voilà. Ça a pas l'air dans les zones les plus vertes. Non. On va revenir un petit peu sur les questions que je pose un peu à chaque fois, même si je pense qu'on a un petit peu répondu, mais ça fera pas de mal d'en remettre une couche. Donc, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur vraiment toi ce qui t'attire et ce qui te fait vibrer, on va dire, par rapport à l'humanitaire? Est-ce que tu arriverais à le décrire à des gens qui ont jamais considéré ce genre d'activité personnellement? C'est de pouvoir aider des personnes qui en ont besoin et qui ont une gratitude non mesurable par rapport au métier, à la pratique en France, des personnes qui vivent entre 3 murs et une bâche tendue et qui, suite à une séance de rééducation ou des conseils pour eux ou le fait d'apporter du matériel pour leurs besoins, vont vouloir nous donner un fruit ou quelque chose alors qu'ils n'ont rien. Et ça, au niveau humain, c'est quand même exceptionnel de se dire que ces gens sont conscients de l'effort que l'on a fait, de venir, de les rencontrer, de leur donner des conseils, d'essayer de voir avec eux ce qu'il leur fallait le plus. Finalement, les massages, on se rend compte que ce n'est absolument pas indispensable, en tout cas dans mon métier et puis dans l'expérience que j'ai, mais c'était surtout comment arriver à vaincre certaines choses, des personnes qui avaient eu des AVC ou qui avaient des pathologies assez lourdes, et finalement de former la famille, de former les proches, ce qui à long terme était bénéfique. Alors peut-être que chaque mois il n'y avait pas des bénévoles qui y allaient, qui tournaient, parce que ça reste un coût, on prend sur notre temps libre, on n'est pas rémunéré. Avant ça l'était, pour en avoir discuté avec mon grand-père dans les années 70, pour lui, il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas rémunérée. On dit mais au moins il paye ton billet d'avion. J'ai dit non, aujourd'hui on ne peut plus, parce qu'il y a tellement de besoins et tellement d'associations qu'en fait ils ne peuvent plus se permettre de payer ce genre de choses aux bénévoles. Donc c'est quand même un investissement qui est important. On va dans des pays plus ou moins sûrs, où les climats peuvent être très différents, où la nourriture n'est pas la même.
Donc le corps est un peu mis à rude épreuve. À Madagascar, donc il y avait quand même des bâtiments tout à fait normaux, mais les douches étaient prises avec de l'eau de pluie, il y avait des gros bacs pour recueillir toute l'eau, on la faisait chauffer ou pas, et puis après on avait notre petit seau d'eau avec un petit broc. Donc laver des cheveux avec un verre d'eau, c'est étonnant, enfin, on se dit mais c'est... Et puis en fait on y arrive. Oui, et puis surtout les tiens. Oui, voilà. J'aurais besoin d'un verre un petit peu plus petit, donc pour ceux qui te voient, ils se rendent compte. Mais voilà, ceux qui t'entendent ne peuvent pas le savoir. Mais effectivement, si tu as réussi à te laver les cheveux avec des conditions voilà, aussi compliquées, c'est que beaucoup de choses sont possibles. Oui. Et puis finalement, c'est là aussi que j'ai réalisé que je pouvais me doucher avec un demi-seau d'eau. D'accord. En termes de quantité utilisée. Je comprends bien. Et finalement, ici, on a des super pommeaux, on a de l'eau chaude, on a plein de choses, et on reste 20 minutes sous la douche et on utilise des mètres cubes. En fait, ce n'est pas indispensable. Donc, ça révolutionne sur le moment de se dire, mais j'y arriverai pas. Et en fait, si je peux, et finalement, moi, je leur donne des conseils chez eux pour économiser de l'eau, pour agrémenter les cultures. Alors, pas moi personnellement, mais ils ont eu, je pense, beaucoup de formations pour avoir leur propre jardin, pour révolutionner un peu leur quotidien. Ok, moi, finalement, si en rentrant dans mon pays, je fais aucun effort, c'est pas logique. C'est possible, mais c'est pas dans ma logique de, finalement, qu'est-ce que je peux faire dans le pays ou à mon échelle pour l'environnement ou pour moi-même. Donc, c'est très, très riche d'apprentissage. D'apprentissage, d'accord. C'est incroyable tout ce que ça t'apporte et tout ce que tu apportes aux autres en même temps, et voilà, c'est courageux, donc bravo pour tout ça. Par rapport au témoignage de ton grand-père, est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale aussi dans peut-être dans les dons financiers que les associations récupéraient à une certaine époque et ne récupèrent peut-être plus aujourd'hui? Parce que si c'est plus possible, il y a des choses qui ont changé. Donc tu dis il y a de plus en plus d'associations notamment. Donc obligatoirement ça dilue, c'est clair. Mais c'est vrai que le schéma est complètement différent. Si tu payes des gens pour venir aider, c'est une sorte de travail que tout le monde ferait pas, mais ça reste une sorte de travail. Toi t'es dans une sorte de bénévolat. Ouais, complètement de bénévolat, et où c'est comme si tu partais en vacances, mais tu vas travailler pour aider des gens. Donc, je comprends que ça puisse être encore plus intense pour certaines personnes comme type de vacances, entre guillemets, mais c'est quelque chose de quand même très différent de ce qui devait se faire à l'époque, d'après ce que tu viens de me dire. Du coup, c'est ça ma question. Est-ce que les associations humanitaires comptent moins sur des dons financiers maintenant qu'avant ? En partie. Je pense qu'elles apprennent à se débrouiller avec ce qu'elles ont. L'autre part, c'est que peut-être que les gens ont perdu confiance dans les dons à force de voir que après quelques années, il y avait des scandales politiques qui disaient que telle ou telle association finalement n'était pas sérieuse, ou qu'il y avait tout un bureau administratif qui n'avait aucun souci financier, mais que finalement sur place les choses n'avançaient pas. Donc peut-être que les gens ont perdu confiance dans le fait de donner. Peut-être qu'on est un petit peu plus centré sur soi aussi, et qu'on a besoin de choses matérielles qui coûtent plus cher qu'avant, donc on accorde moins d'importance aux autres, on s'ouvre un petit peu moins. Et peut-être l'autre chose qui du coup est complètement à l'inverse de ce qui se passe en France, où on ne sait pas le prix des choses et ça les dévalue. Là, quand on y va, vu que nous ne sommes pas payés, on n'a pas ce besoin de rentabilité. On n'a pas besoin d'être performant. Et finalement, c'est peut-être ça qui motive encore plus, de se dire, mais je ne suis pas payé, que j'en fasse un petit peu ou beaucoup, c'est pareil. Mais si je suis là, si j'ai fait 12 000 km pour venir ici, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, autant m'investir à fond, puisque je suis là que sur une période limitée, et quitte à rien recevoir, autant donner tout ce que je peux. Alors c'est vrai que c'est particulier, mais finalement si on s'engage dans ce genre de projet, pour moi il faut y aller dans cette optique-là. Je peux pas y aller et me dire allez je le prends pour vacances, je vais dire que tel jour je suis pas là parce que j'ai envie de visiter le site qui est à côté. Non, c'est pas du tout ça. Donc finalement vu qu'on n'est pas payé, je trouve que ça pousse à pas voir le côté humain et le côté aide à la personne comme
comme rémunérateur. Ouais. On se dit non, si je vais voir les gens et si je vais discuter avec ces femmes-là ou avec tel ou tel handicapé, j'ai pas envie qu'ils se disent non, de toute manière, elle est payée pour faire ça, donc elle a un intérêt derrière. Non, puisque c'est justement le but de ces pays, d'aller vers les gens, qu'ils se livrent et d'essayer de leur apporter un maximum de solutions. Donc l'argent n'a peut-être pas sa place finalement. D'accord. Donc ça serait peut-être perçu comme un mal au début, mais ça pourrait être un vrai bénéfice. Oui. C'est très, très intéressant ce que tu viens de nous dire là. La première fois que je me suis douchée à Madagascar, donc c'était des sanitaires basiques, quoi, comme au collège, tu sais, des enfilements de douche et de toilettes. D'accord. Donc pas de lumière, donc il fallait quand même se doucher avant la nuit. Ouais. Mais c'était vraiment particulier, quoi. Tu te dis, mais comment je fais en fait, d'avoir un tout petit machin, et puis en fait tu te dis, bon bah ok, là je suis à peu près mouillée. Ouais. Et puis en fait tu te douches plus vite. Et c'est pas pour rincer que c'est plus compliqué du coup? Plus, oui. Effectivement, pour rincer c'est un peu plus dur. Pour laver le linge, on lavait tout à la main aussi dans des lavoirs, comme on faisait avant en France, il y a 50 ans, et puis finalement c'est toujours, même plus, parce que les machines à laver existent quand même depuis un petit moment. Et c'est des expériences qui restent... tu vois, autant je me souviendrai peut-être pas que j'ai vu Yes Man dans 10 ans, ici, mais je me souviendrai toute ma vie... mais voilà, je me souviendrai toute ma vie que je me suis douchée comme ça, avec de l'eau de pluie réchauffée dans les gamelles dans lesquelles on faisait du riz. Quand ils enlevaient le riz pour manger, ils remettaient de l'eau, ça chauffait l'eau et on se douchait avec l'eau du riz. Enfin, c'est un truc, je m'en souviendrai toujours. Une question que je pose à tout le monde, c'est quels sont les faux clichés dans ce domaine? Donc, ce que tu viens de dire, ça pourrait être ta réponse, je suppose déjà, mais je vais te laisser vraiment répondre. Le fait que l'argent est peut-être le point central sur lequel les gens se posent des questions en ce qui concerne l'humanitaire. Donc, je te laisse répondre vraiment à ce que les gens qui n'y connaissent rien, donc typiquement moi, et moi je suis pas représentatif globalement, mais ce que les gens qui n'y connaissent rien ont tendance à penser de ce domaine-là, dans ce domaine-là. Eh bien que ce sont des vacances organisées. Ah oui. Voilà. Parce que quand on voit effectivement certains prix demandés, on se dit que ce sont vraiment des vacances finalement, avec de temps en temps quelques petites missions, notamment pour aller faire des latrines en Afrique, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Et finalement on se rend compte qu'après coup certaines choses installées ne sont pas du tout utilisées, mais que en y allant, on favorise un certain commerce, et que, comme d'habitude, un groupe d'individus s'en met plein les poches. Donc, faux cliché, du coup, pour le coup, peut-être pas. C'est un vrai. C'est peut-être un vrai. Qu'il y en a malgré tout qui restent pas sérieuses aujourd'hui. Dans les faux clichés, c'est de se dire que peut-être ça ne sert à rien. Parce que je suis convaincue que si on est tous les ans une dizaine, une centaine à y aller, peut-être plus, à force, ça va. Si chacun de nous impacte les personnes proches, petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui vont être au courant de ce qu'on fait réellement sur place. Oui. Et puis, du coup, ça rejoint l'idée que on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux payer 1 000 € mon billet d'avion pour aller à Madagascar, ou directement donner cette somme à l'association? Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux? Et finalement, le fait d'aller sur place, on se rend compte du travail effectué, et on a la vérification du sérieux ou pas de l'association. Ce serait beaucoup plus simple, hein. On reste chez soi, on fait quelques clics, donnons.org, je sais pas quoi, et puis on pourrait donner à qui on veut, comme on veut, mais finalement on perd le côté humain de l'humanitaire. Et voilà, donc ça je trouverais ça dommage, même si peut-être on pourrait donner plus, parce que à part de pouvoir payer son billet 1 000 € puis de redonner 1 000 € sur place, ça commence à faire des sommes assez astronomiques. Donc voilà, c'est compliqué de pouvoir aller jusqu'à ces sommes-là. Parmi les autres faux clichés, difficile de répondre parce que je suis une convaincue qu'il y a des choses bien. Donc je vais essayer de me creuser un petit peu plus la tête. Non, mais on peut s'arrêter là et puis enchaîner. Du coup, sur quoi on peut s'appuyer en ce qui concerne ce domaine de l'humanitaire? Qu'est-ce qui est sûr? Voilà. Quand tu penses humanitaire ou quand tu veux faire de l'humanitaire, sur quoi tu peux t'appuyer?
des sites officiels et puis les ambassades sont des sources fiables pour se renseigner. D'accord. Sur tel ou tel pays ou sur certaines associations. C'est ce que j'ai fait dans les pays, même à titre personnel, avant d'y aller, de me renseigner, de dire voilà comment sont les conditions sur place, est-ce que vous connaissez cette association, est-ce qu'elle est répertoriée, ou est-ce que vous avez des retours d'autres groupements qui seraient intéressants aussi. Donc ça sont vraiment des choses assez sûres. Les forums, il faut faire le tri parce que malheureusement aujourd'hui il y en a de plus en plus, mais c'est une mine d'informations qui peut être aussi très très bien parce qu'il y a le vécu d'autres personnes qui comme moi sont allées sur place et ont expérimenté certaines choses. Donc ça peut être très très bien pour se renseigner. D'accord. Même si voilà, c'est comme tous les avis laissés sur internet, il faut savoir peut-être prendre un avis global, une note si elle est plus positive ou négative globalement, écarter les extrêmes. Oui. Je ne parle toujours que des forums et je ne parlerai pas d'autres sujets. Donc pour moi c'est essentiel de bien se renseigner avant, mais c'est vrai que les sources fiables manquent un petit peu parce que les communications ne sont pas les priorités de ces associations dans les pays sous-développés. La priorité c'est d'avoir ça en serait une, mais vu que les moyens sur place au niveau informatique sont compliqués, ce n'est pas le plus évident. Donc finalement pour eux c'est d'avoir des partenaires fiables qui peuvent avoir ils peuvent avoir une rente, ils peuvent avoir quelque chose. Donc beaucoup de bouche à oreille, faire confiance dans des contacts qui y sont déjà allés pour vraiment avoir des informations de première solide. Solide. Ouais, pas se lancer complètement les yeux fermés parce que effectivement c'est pas exactement quand où on va et ok. Puis ne pas hésiter à envoyer des mails, à contacter certaines personnes. Vraiment, en principe, les associations ont toujours un bureau. Celles qui sont vraiment reconnues et officiellement déclarées, elles ont des bureaux associatifs. Donc, il y a des présidents, des adjoints, des secrétaires. On peut contacter les gens directement en disant voilà, que faites-vous réellement ? De quoi avez-vous besoin ? Est-ce que je peux vous être utile ? Et puis, ça permet d'avoir un ressenti. Si on voit que les échanges, si la personne ne répond pas, ça m'est déjà arrivé. On se dit bon, peut-être qu'ils ne sont pas sérieux, ou si les réponses sont évasives, ou s'ils demandent après coup des grosses sommes. Il y a plein de paramètres qui nous font ressentir si c'est sérieux ou pas. Donc il faut faire confiance à son instinct et redoubler de communication, ne pas hésiter à préparer bien en avance pour être sûr de la destination où on va et de l'endroit où on va intervenir. D'accord. Et en termes de taille d'association, tu aurais tendance, toi, à faire plus confiance à des petites associations que tu as vérifiées avec lesquelles tu as échangé, ou est-ce qu'il y a des grosses structures qui sont, tu te dis, elles sont grosses, elles ont réussi à grossir, elles sont pas mortes, elles ont peut-être un impact différent, leurs process sont peut-être plus sûrs, tu te retournerais, toi, plutôt vers lesquels ? Moi, plutôt vers les petites, puisque justement, pour leur donner une chance de se développer encore. Si je conseille Médecins du Monde, c'est connu au moins de nom par de très nombreux individus. Donc c'est bien de leur faire de la publicité aussi, parce que s'ils existent toujours, c'est qu'ils sont d'utilité publique, donc c'est indéniable. Mais peut-être vers les petites associations pour leur permettre d'évoluer, de se faire davantage connaître. Mais ce n'est que personnel. Mais c'est ce qu'on te demande, donc ça va très bien. Les gens qui veulent creuser le sujet de l'humanitaire au sens large du terme, ou de là où tu es allé, donc tu m'as parlé de Madagascar, tu m'as parlé du Pérou, est-ce que tu pourrais donner quelques références, donc un site internet, un livre, une chaîne YouTube compliqué dans le sens où ça s'est fait finalement pour Madagascar par une rencontre humaine. Ouais. Donc toi t'es pas passé par ce genre d'accord. Voilà, c'est ça. Et même pour le Pérou, c'était des témoignages d'autres personnes qui étaient dans le milieu paramédical, qui y sont allées et qui ont fait des témoignages sur certains groupes Facebook particuliers de voyage et d'humanitaire. Donc c'est compliqué, je ne connais pas de chaîne YouTube. Il doit y en avoir, je n'en ai pas recommandé. D'accord. Et au-delà des livres ou des sites internet, c'est rester ouvert d'esprit, de regarder des documentaires.
D'accord. Même si ce n'est pas spécifique à tel ou tel pays, pour déjà avoir une idée de comment on vit ailleurs. Ouais. Et voilà, des conditions qui peuvent être très différentes, de rester ouvert d'esprit et surtout de tolérer un certain seuil d'inconfort. De se doucher à l'eau froide. Ah oui, quand on y va. Voilà, du coup. quand on y va. D'accord. Donc se préparer à l'avance aux conditions de vie qui peuvent être différentes, mais ça, voilà, je pense que c'est vraiment en regardant des reportages que l'on peut se rendre compte de ce qui peut être différent. D'accord. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est un sujet qui, je pense, est très important, bon, pas à l'échelle mondiale, hein, mais à l'échelle personnelle. Ce qui t'a amené à faire de l'humanitaire, moi, ce que j'entends bien, c'est que ça a été par rapport à ton réseau, par rapport aux gens avec qui tu échanges, Oui. par rapport à voilà, ta communication personnelle. Donc, moi, j'entends aussi que ce qui t'a amené vers ces expériences qui sont pour toi très positives, on est d'accord, hein, Oui. ça a été tes échanges avec des gens, et voilà, je pense que c'est important Oui. c'est important qu'on le remarque ensemble. Oui. Du coup, c'est vrai que par rapport à Internet, on peut trouver aujourd'hui beaucoup de forums sur lesquels on peut poser des questions ouvertes. Oui, Tout bêtement, je veux faire de l'humanitaire, qui est allé où, qui me conseille quoi? d'accord. Peut-être qu'il va y avoir de très nombreuses réponses, mais c'est justement ça qui va permettre de choisir. Peut-être qu'il y aura 5-6 personnes qui vont conseiller la même association, d'autres, et puis au moins ça fait une base de recherche, dire ok, ce sont des Français qui en sont revenus, donc c'est plus facile de communiquer avec quelqu'un qui parle sa langue maternelle. On peut chercher sur des réseaux autres, Oui. étrangers, mais ça se complique un petit peu. Mais au moins ça permet de lancer la communication, lancer le dialogue, parce que des fois on ne sait pas d'où partir. Donc le fait de lancer comme ça un sujet très ouvert sur certains forums ou réseaux sociaux, ça permet déjà d'avoir une base de recherche. En une phrase, qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne après avoir fini d'écouter ce podcast? En une phrase ou plusieurs, mais voilà, vraiment un truc que tu veux qu'on retienne. Que l'humanitaire est une expérience très très riche au niveau du contact humain, que ça permet de se remettre en question et de découvrir des gens qui sont à 1000 lieues de notre culture et qui en étant pauvres ont beaucoup à nous apporter. Bien, c'est très intéressant, on va essayer de vraiment retenir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour toi directement? Alors je sais pas si dans ton cas ça va être vraiment ta réponse, et sinon pour ta cause ou pour les associations dont tu as parlé, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Alors les deux associations, pour les nommer, il y a la PAM Tablada au Pérou, que l'on peut suivre sur Internet ou D'accord. sur Facebook. Je te demanderai après j'écrirai les noms et D'accord. je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Donc ça, les gens pourront retrouver ça, oui. Et d'en parler tout simplement, peut-être de se renseigner, même si on n'est pas dans l'optique de partir, Oui. peut-être simplement de se renseigner sur ce qui se fait, sur pourquoi est-ce qu'il y a encore de l'humanitaire au XXIe siècle, peut-être voilà, se poser des questions un petit peu plus C'est peut-être ça les questions fondamentales qu'on pourrait se poser encore C'est plus. ça. Ouais. Voilà, pourquoi à ce jour il y a encore des pays qui ont un PIB très très faible, ou Disons un PIB par habitant en tout Voilà. cas, parce qu'effectivement il y a des tout petits pays, donc c'est pas pareil. C'est ça. Mais d'accord. Pourquoi il y a à Madagascar, je crois qu'on frise, alors il me semble que c'est les 60% en dessous du seuil de pauvreté, peut-être que ça a changé au cours des 3 dernières années, ça n'a pas dû fluctuer beaucoup, mais voilà, pourquoi on en arrive à ces chiffres-là aujourd'hui, et même si du haut de nos petits salaires ou de nos petites personnes, on ne peut pas tout révolutionner, peut-être qu'il y a des choses que l'on peut faire en parlant des associations sérieuses ou en se renseignant tout simplement et à s'ouvrir l'esprit. Bien, très bien. On essaiera de faire ça. Toute dernière question. Est-ce que des gens qui voudraient échanger avec toi de tes expériences justement pour eux-mêmes utiliser leur réseau ou leur futur réseau pour peut-être partir ou voilà et aller aider, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Quel moyen que tu préfères? Est-ce que c'est une adresse email? Est-ce que c'est certains réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu mettrais en avant? Par mail. Par mail. Parce que c'est plus pratique D'accord. pour tout le monde, donc vous trouverez l'adresse. Pareil, au même Voilà, endroit, juste en dessous. avec le reste, je vous dirai bien où aller chercher toutes ces informations. Bon, je crois qu'on a
à peu près fait le tour. Oui, hein. je pense. Donc, merci Charlotte pour le temps que tu nous as consacré. Donc déjà à moi et puis aux auditeurs. Avec plaisir. Et puis peut-être qu'un de ces jours, on rediscutera de ce sujet ou d'un autre. Oui. On verra ça plus tard. Tellement de choses à aborder, avec grand plaisir. Bien. Bon, à bientôt. À bientôt.